Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 27 mai, nous parlons de la sécheresse avec des mesures de vigilance. L'utilisation de l'eau est désormais restreinte. Benjamin Brière vient de passer 2 ans en détention en Iran. Sa sœur Blandine vient de diffuser une vidéo pour raconter l'histoire de son frère, un Lyonnais âgé de 36 ans. Si la Part-Dieu est le quartier des Tours, il en existe quelques spécimens également dans d'autres secteurs de la ville, en particulier dans le 8e, la Tour du Cirque, le Centre international de recherche sur le cancer, un édifice qui se cherche une nouvelle vocation, reportage dans cette édition. Eovolt va doubler la capacité de production de son usine à Genasse à partir de juillet. Eovolt produit des vélos électriques pliables. Le réemploi a le vent en poupe, notamment grâce à la BRIC, la Brigade de construction collective. Explication dans le courant de cette édition. Et puis nous parlerons sport à la fin de ce quart d'heure lyonnais. L'Asvel dos au mur ce vendredi à Cholet. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La sécheresse et le préfet Pascal Mayos qui renforce les mesures de vigilance. L'utilisation de l'eau est désormais restreinte. L'Est lyonnais est en situation d'alerte. Le bassin versant du Gier reste en vigilance. Dans le département du Rhône, les professionnels, y compris agricoles, doivent réduire de 50% les prélèvements en eau superficielle et de 25% dans l'Est lyonnais, secteur qui n'est pas en alerte renforcée. Pour les particuliers, l'arrosage des pelouses est proscrit, celui des potagers domestiques aussi, de 9h à 20h. Dans l'Est lyonnais, ces restrictions s'appliquent entre 10h et 18h. Le remplissage des piscines est interdit, sauf en cas de première mise en eau. En zone d'alerte renforcée, il n'est plus possible non plus d'en compléter le niveau. Par ailleurs, le lavage des véhicules est restreint aux seules stations professionnelles. Pour la zone placée en alerte renforcée, seuls les lavages par lance haute pression restent autorisés. Une carte interactive publiée par la préfecture permet en tout cas de connaître l'ensemble des restrictions par commune. La situation sera révélée tous les 7 jours, mais des mesures de restrictions supplémentaires pourraient être prises, prévient la préfecture. Âgé de 36 ans, le Lyonnais Benjamin Brière a été condamné en janvier dernier à 8 ans de prison pour espionnage et propagande contre le régime. Il lui est reproché d'avoir utilisé son drone sur le sol iranien. Son arrestation remonte au 26 mai 2020. Cela fait 2 ans que Benjamin Brière a été arrêté en Iran. Sa sœur Blandine vient de diffuser une vidéo pour raconter l'histoire de son frère, pour montrer au plus grand nombre que Benjamin n'est qu'un touriste tombé au milieu d'un conflit politique. Une pétition change.org a été mise en place pour réclamer une nouvelle fois sa libération. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Construite en 1972, la Tour du Cirque, le Centre international de recherche sur le cancer, se cherche une nouvelle vocation. L'organisme mondial de recherche sur le cancer s'apprête en effet à investir de nouveaux locaux au cœur du biodistrict de Gerland. Le déménagement est prévu à la fin de l'année. La ville de Lyon a décidé d'anticiper et de lancer un appel à projet pour cette tour dont elle est propriétaire. Objectif, transformer un emblème de l'architecture tertiaire des années 70 en un site exemplaire de la ville post-carbone. Grégory Doucet, le maire de Lyon. C'est un site qui a une 50aine d'années, alors qui est composé de cette tour Guillot qui est un des emblèmes de la ville. C'est une des premières tours aussi de la ville. Elle n'est pas très haute, mais voilà, elle est très connue pour les Lyonnaises, les Lyonnais, et en particulier ceux du 8e arrondissement. Et puis cet auditorium Bourdex. Alors pourquoi je cite ces deux noms, Guillot et Bourdex? C'est parce que ce sont deux architectes qui ont marqué l'histoire de la ville, en particulier Bourdex, qui a réalisé un certain nombre de bâtiments, notamment dans le 8e arrondissement. Donc c'est un site qui a une histoire très forte avec la ville. C'est un site qui a une valeur patrimoniale exceptionnelle pour nous. Donc il est important, au même titre que tous les objets patrimoniaux dont on a la chance de bénéficier ici à Lyon, il est important pour nous de le valoriser et d'en garder l'essentiel, de faire en sorte que ces bâtiments, ce bâtiment notamment, qui a vocation, vous l'avez rappelé, à ne plus être occupé par les équipes du cirque, eh bien de lui retrouver un nouvel usage. Pour ça, nous voulons bien évidemment nous inscrire dans la trajectoire urbanistique que nous avons donnée pour la ville, à savoir aller vers l'ère du bas carbone, du post-carbone même. La ville de Lyon vient d'être lauréate de la mission de la Commission européenne 100 villes climatiquement neutres et intelligentes d'ici 2030. Donc nous nous sommes donnés comme objectif d'atteindre cette neutralité climatique d'ici 2030. Eh bien ce projet doit en être l'un des emblèmes. Les écolos freinent sur les tours à la Part-Dieu. Ici, celle-ci, vous y tenez beaucoup. Ça serait trop cher de la démolir, c'est ça? Alors démolir, que ce soit une tour ou
ou un bâtiment d'une manière générale, sur le plan des émissions de CO2, c'est très mauvais. Il faut casser, il faut enlever les gravats. Enfin, je veux dire, c'est des quantités, c'est des allers-retours en camion astronomiques. Autant que possible, la meilleure façon de traiter un bâtiment existant, c'est de le réhabiliter, c'est de le réhabiller parfois, c'est de le rénover. Sur le plan climatique, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ça ne veut pas dire que des fois, on n'est pas amené à casser quand les bâtiments, par exemple, sont fragiles ou ont des structures défaillantes. Dans ces cas-là, évidemment, pour des questions de sécurité, on peut l'amener. Ça veut dire qu'on se l'interdit pas, bien évidemment. Mais une tour comme celle-ci, qui existe déjà, vous l'avez rappelé, on n'en construira pas de nouvelles, notamment sur le quartier de la Part-Dieu, mais celle-ci, elle existe. Donc notre objectif, c'est d'abord de la valoriser. L'appel à projet laisse le champ libre aux futurs occupants, avec toutefois un cadre, neutralité carbone, développement de la mixité des usages ou encore ouverture sur le quartier. Le coût est estimé à minima à 40 millions d'euros de travaux pour cette passoire thermique des années 70. La municipalité a fait appel au C40, une association internationale, Reinventing Cities, dont le but est d'encourager la régénération urbaine neutre en carbone. Nous avons rencontré Hélène Chartier, directrice de l'urbanisme et de l'architecture de C40. Le C40, c'est une ONG qui accompagne les villes pour accélérer leur politique climatique, réduire leurs émissions et s'adapter au changement climatique qui est déjà là. Comment vous pouvez intervenir sur la rénovation de ce bâtiment ? Nous, en fait, on a créé un collectif de villes et avec plusieurs villes à travers le monde, on lance un appel à projet sur plusieurs sites. Donc chaque ville a identifié des sites particuliers en invitant vraiment les acteurs qui ont envie de changer un peu leurs pratiques, donc de l'architecte aux promoteurs, etc. De créer en fait des démonstrateurs d'une autre manière de régénérer la ville, de faire de l'urbanisme bas carbone, de la construction bas carbone, etc. Et donc ça, ce site-là a été identifié comme un site un peu phare. Et donc on appelle toutes les bonnes volontés à venir proposer des projets un peu différents de ce qui se fait d'habitude. En quoi il est emblématique ce site ? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'était très intéressant de travailler avec la ville de Lyon parce qu'il se passe quand même quelque chose. On a une vraie volonté politique de faire les choses autrement et pour une collaboration avec le privé, on a aussi besoin que le public soit assez clair dans ses objectifs et solide, ce qui est le cas. Et puis ce site-là, il est intéressant parce qu'on a besoin finalement aussi de réfléchir beaucoup à la restructuration, à pas toujours être dans la démolition, construction, qui a été finalement une espèce de cercle vicieux qui s'est beaucoup appliqué ces dernières années, dernières décennies. Et donc là, on a un bâtiment qui est challenge, qui est difficile et en même temps qui serait écologiquement aberrant, patrimonialement aberrant de détruire, sur lequel la ville, elle a vraiment envie d'accompagner quelque chose et donc elle met en place une démarche assez innovante. Elle est prête à faire aussi des efforts dans la manière de procéder et donc elle dit voilà, aidez-moi, aidez-nous à le faire différemment et en plus, je pense que c'est un site assez... nous, on est dedans. Le maire disait tout à l'heure que personne n'est rentré. Nous, on est dedans et on voit que c'est quand même assez extraordinaire. Donc oui, je pense que c'est un beau site et c'est un site qui peut devenir emblématique, on l'espère. Alors, qui peut participer à ce travail aujourd'hui avec le C40 ? C'est ouvert. Donc il y a une phase d'expression d'intérêt qui est vraiment ouverte à tous. Donc les équipes, elles doivent absolument intégrer au moins un architecte et un expert environnemental. Et en phase 2, ils doivent avoir les ressources pour développer leur projet. Donc on n'est pas dans une idée d'appel à idées, on est vraiment dans une logique d'aller chercher des projets qui vont pouvoir être réalisés. Donc dès la phase 1, un architecte, un expert environnemental, et puis très vite il faut inclure des promoteurs, des investisseurs qui vont donner de la réalité quand même à ce projet-là. Et puis après, on a des équipes qui sont 15, 20, 30 organisations qui se mettent ensemble, qui incluent les futurs utilisateurs du bâtiment. Donc c'est généralement des assez grosses équipes qui font des projets assez un peu complexes, mais le site est lui-même très intéressant parce qu'il est aussi un peu complexe. Vous parliez tout à l'heure de 30 projets que vous avez suivis, quelques-uns emblématiques qui ont abouti. Donc là, on a commencé l'appel à projet il y a 4-5 ans. On voit les premiers projets maintenant qui sont en phase de réalisation, mais ne sont pas encore sortis de terre. Donc à Milan, par exemple, en Italie, il y en a plusieurs qui sont maintenant en phase de réalisation quasiment terminée. Il y en a à Montréal qui sont en train de partir. On en a à Houston, aux États-Unis, qui sont en train de partir. Donc on en a maintenant sur les 30, on en a une bonne vingtaine qui sont
sont maintenant, qu'on finit le contrat et qui sont en train d'être réalisés. Je crois qu'il y en a peut-être un à Milan qui est presque fini et qui va sortir de terre. Quelles sont les conditions pour que ça marche, pour qu'on puisse réutiliser un bâtiment ? Je pense que la configuration du bâtiment lui-même est importante. Il faut qu'il y ait peut-être un peu de valeur patrimoniale, mais je pense aussi, on en discutait tout à l'heure, il y a des bâtiments qui n'étaient pas si simples à réhabiliter et qui ont été réhabilités avec succès. On a vu le Pritzker Prize avec la Caton et Vassal qui ont fait des choses assez extraordinaires quand même sur des barres d'habitation des années 70-80. On voit de plus en plus d'architectes maintenant qui en font leur spécialité, et enfin des investisseurs promoteurs qui sont prêts à les suivre un peu dans ce genre d'aventure. Donc je pense que ce qui est intéressant sur ce site-là, c'est qu'il y a une tour qui est à la fois intéressante et challenging, mais il y a aussi le bâtiment de l'amphithéâtre qui est lui vraiment intéressant à valoriser. Et puis après, il y a quand même de l'espace qui permet aussi d'autres projets, de la constructibilité, d'autres projets qui peut aussi donner une rentabilité générale à ce projet-là. Donc il n'est pas facile, mais moi je pense qu'il est tout à fait réalisable et intéressant. Hélène Chartier, directrice de l'urbanisme et de l'architecture de C40. Dans cet appel à projet, Lyon est aux côtés de 11 autres villes d'envergure mondiale comme Bologne, Bristol, Naples, San Francisco ou Montréal. La date limite de soumission des expressions d'intérêt est fixée au 20 septembre prochain. La sélection du projet lauréat devrait intervenir mi-2023. EOVolt a décidé de doubler la capacité de production de son usine à Genasse à partir de juillet. L'objectif de la fin d'année est de produire 2200 vélos électriques pliants par mois contre 1200 l'an passé. Pour accompagner cette extension de production, EOVolt prévoit de doubler également son effectif à la fin de l'année pour passer à 40 employés. Entre 2020 et 2021, les ventes ont déjà explosé, passant de 3800 à 9500 de roues. EOVolt souhaite atteindre les 27 000 unités produites par an d'ici 2023. Lyon demain, média agitateur d'idées. Le réemploi a le vent en poupe, notamment grâce à la BRIC. La BRIC, c'est la Brigade de construction collective, une association qui met à disposition outils, matériaux et conseils. Ilona Quinzi nous fait découvrir cette activité pour le moins utile. En vous promenant à Villeurbanne, vous pouvez croiser le chemin de l'atelier de bois de l'association La Miette, où siège la Brigade de construction collective. La brigade organise, une fois par semaine, des ateliers de 3 heures. Pendant les permanences du jeudi soir, il est possible de réaliser des projets pour des associations ou pour chez soi. C'est un moment de partage de compétences et l'opportunité de bricoler ensemble. Rencontre avec ces bénévoles pour qui la récupération et le bricolage n'a plus de secret. Notre objectif, c'est d'aider les gens à apprendre à bricoler à partir de matériaux de récupération. On intervient aussi pour d'autres associations ou des organismes qui nous demandent des projets d'aménagement, notamment à La Miette où on est actuellement. On a travaillé sur le bardage de leur bar, on a fait une funbox, on a fait tout un aménagement pour des associations de jeux. Et puis en extérieur, on a aussi aidé à la fabrication d'une cuisine en palette dans une SCOP à Lyon 7. Puis on a plein d'autres projets et en ce moment, on est sur l'ameublement d'une ressourcerie qui va ouvrir à Lyon 7. Bricoler ensemble, mais aussi bricoler avec des matériaux récupérés à la fin d'exposition pour leur donner une seconde vie grâce à des partenaires. On travaille en ce moment avec une entreprise qui est basée à Vaux-en-Velin qui nous donne des plateaux de palettes qu'on récupère très régulièrement et qui est notre principale source de bois de récupération. Après, on est ouvert à toute proposition. Des fois, on a des dons de particuliers et puis on est aussi dans un circuit plus global de la métropole où des fois, on fait appel à nous pour récupérer des matériaux. Notre objectif, c'est que les gens apprennent, donc même les gens qui savent pas du tout bricoler sont les bienvenus. C'est plutôt orienté pour les adultes, on n'encadre pas les enfants à l'atelier pendant les permanences. Après, pour nos ateliers extérieurs, si des enfants sont accompagnés de leurs parents, on les aide évidemment à fabriquer les objets. Et sinon, tout le monde est le bienvenu. Nous, notre objectif, c'est que les gens se sentent à l'aise avec les outils, qu'ils soient fiers de créer des choses qu'ils ont conçues, et puis qu'ils aient cette conscience d'utiliser des matériaux de récupération. L'association vit de l'adhésion. Comptez 5 € la séance et 25 € l'année. Les outils et le bois sont fournis
Ils n'attendent plus que vous. Merci Ilona, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec @AssoLabrique. L'attaquante internationale Emeline Laurent, qui arrivait en fin de contrat avec l'OL, s'est engagée avec le Bayern de Munich jusqu'en 2025. Elle retrouvera ainsi l'ancienne lyonnaise Saki Kumagai, revenue cette saison à l'Olympique Lyonnais après plusieurs prêts. Emeline Laurent a un bilan mitigé, 12 matchs de D1, dont 3 comme titulaire et 2 buts. Elle a fait en outre 7 apparitions en Ligue des Champions. L'Asvel dos au mur ce vendredi à Cholet. Les Villeurbanais se sont inclinés lors du match 1 des quarts de finale des playoffs face à Cholet, 70-74. C'était mardi à l'Astrobal. Les coéquipiers de Charles Cahudi devront obligatoirement l'emporter dans le Maine-et-Loire ce soir pour espérer disputer le match 3 dimanche à Villeurbanne. En rugby, la finale de la Challenge Cup. Absent depuis le match à Brive le 23 avril, le capitaine lyonnais Jordan Tofua fera son grand retour à Marseille pour tenter de l'emporter face à Toulon ce soir à 21h. Et puis le tournoi de Roland-Garros s'est terminé pour Caroline Garcia. La lyonnaise s'est inclinée hier face à l'américaine Madison Keys au deuxième tour, 6-4, 7-6. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Passez un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi.